Un demi-milliard d'euros. 500 millions d'euros étaient en train de se consumer, de se dissoudre dans le silence glacial d'une salle de crise au 47e étage de la tour Montparnasse. La somme, affichée en rouge clignotant sur un moniteur mural, semblait pulser comme une blessure ouverte, une hémorragie financière impossible à endiguer. Un par un, avec une finalité terrifiante, les supercalculateurs les plus puissants de France, le cœur battant de Technofance, s'éteignaient. Le vrombissement assourdissant des ventilateurs, d'ordinaire la bande-son de l'innovation, s'était tu, remplacé par un silence de mort, un vide acoustique si profond qu'on pouvait entendre le battement affolé des cœurs et le bruit du tissu des chemises froissées. 50 ingénieurs informaticiens, le fleuron de la nation, l'élite recrutée à la sortie des plus grandes écoles, fixaient avec une horreur pétrifiée leurs écrans. Ces portails vers des mondes de données et de possibilités infinies n'étaient plus que des miroirs noirs, des obsidiennes polies renvoyant le reflet de leur propre visage blême, déformé par la panique. Au centre de ce maelstrom silencieux, le PDG Nicolas Dubois, un homme habitué à façonner l'avenir, assistait, impuissant, à l'effondrement de son empire en direct, sous les yeux du monde entier via une liaison vidéo avec leur partenaire japonais qui menaçait de se couper d'une seconde à l'autre. Chaque seconde qui s'écoulait était un coup de marteau sur le cercueil de son entreprise. C'est la fin. A crié quelqu'un au fond de la salle de crise. La voix, aiguë et brisée par la panique, a déchiré le silence tendu et a agi comme un détonateur. Le chaos, jusqu'alors contenu sous une fine couche de professionnalisme, a explosé. Une vague de désespoir pur, physique, a submergé la pièce. Des murmures affolés ont enflé en un brouhaha cacophonique. Des téléphones claquaient sur des bureaux, des mains s'agitaient, des regards se perdaient dans le vide. Cet espace, autrefois un sanctuaire de l'innovation bourdonnant de l'énergie électrique des idées nouvelles, s'était métamorphosé en un tombeau technologique, un mausolée de verre et d'acier pour des rêves de grandeur brisés. Personne ne savait quoi faire. Les doigts les plus agiles du pays étaient figés sur leur clavier, les esprits les plus brillants étaient en état de choc. Le contrat le plus important de l'histoire de Technofance, un accord de 500 millions d'euros qui devait être la porte d'entrée vers une nouvelle ère de l'intelligence artificielle, était sur le point d'être anéanti. Des milliards d'euros d'investissement, des années de recherche et de développement, la sueur et les nuits blanches de milliers d'employés, tout cela s'envolait en fumée numérique. Sur un écran latéral, le cours de l'action de Technofance plongeait en une ligne rouge vertigineuse. Les actionnaires paniqués, sentant l'odeur du sang, vendaient. Mais alors que tout semblait irrémédiablement perdu, qu'une chape de plomb s'était abattue sur les esprits les plus vifs de la nation, une voix douce, presque timide, mais d'une clarté de cristal, s'est élevée, perçant le tumulte comme un rayon de lumière dans une pièce obscure. « Excusez-moi, je pense que je peux réparer ça. » Toutes les têtes se sont tournées, une centaine d'yeux incrédules, irrités, désespérés, fixant la source de cette interruption improbable. L'incrédulité était si palpable qu'elle semblait épaissir l'air déjà lourd de la salle. Qui osait prononcer ces mots alors que les demi-dieux de la technologie française avaient échoué? La voix appartenait à une jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, 19 ans peut-être, vêtue d'un simple t-shirt blanc à motif floral et d'un jean usé. Elle se tenait près des poubelles de recyclage, tenant à la main une petite clé USB en plastique rose comme si c'était un sceptre royal. Elle était la fille du concierge, cette silhouette familière et pourtant invisible que tout le monde ignorait superbement chaque jour alors qu'elle vidait leurs poubelles, nettoyait les traces de café sur leur bureau et remplaçait les sacs. Elle était un fantôme dans leur monde de prestige et de pouvoir. Ce que cette jeune femme s'apprêtait à accomplir allait non seulement sauver une entreprise, mais aussi réduire au silence les plus grands experts du pays et prouver, de la manière la plus éclatante qui soit, que le génie le plus fulgurant peut émerger de la personne la plus invisible. Le silence qui régnait de nouveau dans la salle de réunion était plus assourdissant encore que le chaos précédent. Nicolas Dubois, le regard vide, contemplait les moniteurs inertes comme s'il espérait les ranimer par la seule force de sa volonté. Autour de lui, les 50 meilleurs ingénieurs de France tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables, lançant des diagnostics qui ne renvoyaient que des erreurs, compilant des codes qui ne menaient nulle part. Leur frénésie n'était qu'une façade masquant une terreur croissante. La sueur perlait sur leur front, des gouttes salées qui tombaient parfois sur les claviers brûlants. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda Nicolas. Sa voix était étranglée, un murmure rauque arraché à une gorge nouée par l'anxiété. 1h20, répondit Stéphane Mercier, le directeur technique, un homme d'expérience au visage buriné par 20 ans de crise, dont l'assurance habituelle s'était effritée pour ne laisser qu'un masque de défaite.
Il essuya son front avec le dos d'une main qui tremblait imperceptiblement. Si nous n'avons pas résolu ce problème avant 16 heures précises, les Japonais annulent le contrat. Leur PDG passera chez nos concurrents américains dès 16h01. C'est fini pour nous. 5 années de travail acharné. Une innovation révolutionnaire dans le domaine de l'intelligence artificielle cognitive, l'avenir même de l'entreprise. Tout cela était suspendu à un fil numérique qui venait de rompre au moment le plus critique qui soit. Le système s'effondrait sur lui-même, victime de sa propre complexité. Manon Lefebvre observait la scène depuis son coin habituel de la pièce, là où elle venait vider les corbeilles, un rituel quotidien immuable depuis 2 ans. Personne ne lui prêtait la moindre attention, elle faisait partie du décor. Elle était la fille de Jean Dupont, le concierge. Étudiante en 2e année d'informatique à l'école polytechnique, l'une des institutions les plus prestigieuses du pays, elle aidait son père chaque après-midi pour financer ses études et alléger le fardeau de ses parents. Mais Manon voyait ce que les autres, aveuglés par la panique, le stress et leur propre expertise pointue, ne voyaient pas. Son regard ne voyait pas des écrans noirs, mais un schéma. Il balayait les baies de serveurs, l'enchevêtrement de câbles, les quelques lignes de code d'erreur qui clignotaient encore sur un terminal de service. Elle reconnaissait les symptômes. C'était un problème qu'elle avait déjà résolu 1 millier de fois en théorie, un cas d'école qu'elle avait étudié pour ses partiels, un puzzle logique qu'elle avait démonté et remonté sur des projets universitaires dans son laboratoire improvisé à la maison, monté avec des composants de récupération et beaucoup d'ingéniosité. Tandis que l'agitation montait d'un cran, que les voix devenaient plus désespérées, Manon s'est lentement approchée de l'un des terminaux principaux. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, un tambour sauvage dans sa poitrine, mais son esprit était d'une clarté de cristal, froid et précis. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Plus important encore, elle savait comment le résoudre. « Excusez-moi, monsieur Dubois, dit-elle, sa voix étonnamment ferme malgré sa douceur. Je peux essayer de réparer. » Nicolas Dubois se tourna vers elle, les yeux injectés de sang, l'air hébété comme s'il avait mal entendu, comme si un meuble venait de lui adresser la parole. « Quoi ? » Le problème, répéta-t-elle calmement, sans se laisser démonter par le regard intense du PDG. Je pense savoir ce qui se passe. Un murmure de scepticisme et d'agacement parcourut la pièce. Qui était cette gamine ? Qui était cette intruse qui osait s'immiscer dans la plus grande crise de l'histoire de la société, une crise qui mettait à genoux des hommes qui gagnaient en un mois ce qu'elle ne gagnerait pas en 10 ans. Mais dans les yeux de Manon, Nicolas vit quelque chose qui le frappa, quelque chose qu'il n'avait pas vu dans le regard de ses 50 experts, pas de peur, pas d'hésitation, juste une confiance absolue, pure et inébranlable en ses propres capacités. « Vous êtes la fille de Jean ?» demanda Nicolas, un doute mêlé d'une curiosité naissante dans la voix. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, réalisant avec un pincement de honte qu'elle travaillait là, sous son nez, depuis 2 ans. « Oui, monsieur. » Manon Lefebvre, étudiante à Polytechnique. Elle prit une profonde inspiration et se lança, sa voix claire et précise coupant à travers l'atmosphère lourde. Je crois que votre système a un conflit de protocole de sécurité qui provoque une boucle de rétroaction infinie sur les serveurs maîtres. Les 50 ingénieurs se regardèrent, stupéfaits. Stéphane Mercier, l'homme de 50 ans avec 20 ans d'expérience, laissa échapper un rire nerveux, un son bref et condescendant. Mademoiselle, nous avons ici les meilleurs experts du pays. Si nous n'y arrivons pas, avec tout le respect que je vous dois. C'est parce que vous cherchez au mauvais endroit, l'interrompit poliment mais fermement Manon. Ce n'est pas une défaillance matérielle, ni un virus, ni une attaque externe. C'est une erreur de logique fondamentale dans l'implémentation du nouveau pare-feu, une faille que j'ai étudiée en révisant mes examens sur les systèmes distribués il y a 3 semaines. Nicolas jeta un coup d'œil à l'horloge murale digitale. 72 minutes restantes. Le compte à rebours continuait sa marche inexorable vers le désastre. Ces ingénieurs piétinaient, leur visage s'allongeant à chaque seconde perdue. Cette jeune femme semblait si sûre d'elle, sa logique était si limpide qu'il en était presque convaincu. Dans un mélange de désespoir total et d'un fol espoir irrationnel, il articula « Et vous ? Vous savez comment le réparer ?» Manon hocha la tête et sortit sa clé USB rose. « J'ai écrit un patch qui pourrait résoudre le conflit. Mais il me faut un accès au serveur maître. » Un silence glacial, plus profond encore que le premier, tomba sur la pièce. Le serveur maître. Le saint des saints.
le sanctuaire numérique qui contenait tous les secrets commerciaux de l'entreprise, des brevets valant des milliards d'euros, le code source de leur IA révolutionnaire que les concurrents se donneraient pour obtenir. Le chef de la sécurité, un colosse au crâne rasé, secoua la tête d'un air définitif. Impossible. Personne ne peut accéder à ces systèmes sans une accréditation de niveau 10. C'est le protocole. Et gelé, retentit une voix calme depuis l'entrée. Jean Dupont, le concierge, entra dans la pièce, poussant son chariot de nettoyage dont les roues couinaient légèrement. Mais il y avait dans ses yeux une lueur de fierté et de détermination que personne n'avait jamais remarquée. Il tenait dans sa main usée par le travail un badge d'accès rouge. J'ai un accès d'urgence. Ils l'ont donné à tous les concierges après l'incident de l'année dernière, au cas où il faudrait évacuer les serveurs. Nicolas le dévisagea, incrédule. J'en travaillais ici depuis 15 ans. Toujours silencieux, toujours poli, toujours invisible. Et maintenant, il découvrait que cet homme humble, qu'il croisait sans le voir, détenait les clés du royaume. « Papa » murmura Manon, à la fois surprise et touchée. Jean regarda sa fille avec une fierté infinie qui illuminait son visage fatigué. « Manon, tu as toujours su réparer tout ce qui était cassé sur notre vieil ordinateur à la maison, depuis que tu as 7 ans. Si tu dis que tu peux le faire, alors je te crois. » Nicolas Dubois prit la décision la plus insensée, la plus irrationnelle, la plus anti-procédurale de sa carrière. Laissez-la essayer. Manon s'assit au poste de travail principal. Une mer de visages sceptiques et anxieux l'entourait. 50 des meilleurs experts en informatique de France la fixaient comme si elle était une extraterrestre. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle inséra la clé USB rose dans le port du serveur, un geste qui semblait presque sacrilège. Mais son regard était concentré, déterminé, perdu dans le monde de la logique pure. « Ce que vous voyez, expliqua-t-elle, tout en tapant du code à une vitesse stupéfiante, ses doigts dansant sur le clavier, est un conflit entre le nouveau protocole de sécurité que vous avez installé hier soir et l'ancien système hérité qui gère les transactions. Le pare-feu interprète les requêtes légitimes du vieux système comme une attaque par déni de service distribué et verrouille l'ensemble du réseau en mode protection. C'est une réaction auto-immune. » Le directeur technique, Stéphane Mercier, s'approcha de l'écran, le visage déformé par l'incrédulité. « Mais comment ? Comment pouviez-vous savoir ça ? Ce protocole a été installé dans le plus grand secret la nuit dernière. Seuls les ingénieurs de niveau 5 et plus étaient au courant. » Manon répondit sans cesser de taper, ses yeux rivés sur les lignes de code qui défilaient. « Pendant que vous installiez le nouveau système, j'étais ici avec mon père pour nettoyer les bureaux. J'ai entendu les techniciens en discuter et j'ai vu des bribes de code sur un écran laissé allumé. Ce soir-là, en rentrant, je suis resté éveillé et j'ai recréé le même environnement sur mon ordinateur pour comprendre ce qui pourrait mal tourner. C'était un défi intellectuel. » Nicolas en resta bouche bée. Elle avait recréé leur système multimilliardaire à la maison. « Pas entièrement, bien sûr, » ajouta Manon avec un sourire timide, sentant son regard. « Mais assez pour identifier les points critiques. J'utilise des composants recyclés et des logiciels open source. Ce n'est pas le top, mais ça fonctionne. » Sur l'écran, des lignes de code défilaient à une vitesse vertigineuse. Manon ne se contentait pas d'appliquer un patch, elle réécrivait des portions entières du système en temps réel, créant un pont logiciel, une sorte de traducteur universel entre les deux protocoles incompatibles. « C'est impossible, » murmura un jeune ingénieur barbu. « Un tel processus de débogage et de développement prendrait des semaines, pas des minutes. »« Seulement si vous partez de zéro, » répondit Manon. « Mais j'avais déjà la solution prête sur ma clé. Je pensais la proposer comme projet pour mon mémoire de fin d'études. » Soudain, un moniteur s'est allumé avec un léger déclic. Puis un autre. Et un autre. Comme une aube artificielle, les écrans de la salle de crise se sont rallumés en cascade, affichant des flots de données vertes et rassurantes. Le système central était revenu à la vie, son cœur numérique battant à nouveau, plus fort qu'avant. Les données circulaient normalement, les connexions étaient rétablies. Sur l'écran principal, la visioconférence avec les clients japonais, figée sur une image pixelisée, est redevenue fluide, montrant leurs visages perplexes. Un silence stupéfait, lourd de compréhension, emplit la salle. Puis, un applaudissement spontané éclata, timide d'abord, puis de plus en plus fort, une ovation pour la jeune femme au t-shirt à fleurs. Nicolas regarda l'horloge.
Il restait encore 45 minutes avant l'échéance. Il se tourna vers Manon, la voix tremblante d'émotion et de soulagement. « Vous venez de sauver mon entreprise. » Mais Nicolas ne savait pas que ce n'était que le début. La solution de Manon n'avait pas seulement réparé le système, elle l'avait amélioré d'une manière qui allait changer à jamais l'avenir de l'informatique. Le contrat avec les Japonais fut signé 20 minutes plus tard, après des excuses confuses et une démonstration de performance improvisée. Les 500 millions d'euros étaient sécurisés, l'entreprise était sauvée, l'avenir était assuré. Mais pendant que le champagne était débouché et que les ingénieurs célébraient leur salut miraculeux, Nicolas Dubois restait les yeux rivés sur l'écran, étudiant les métriques du système que Manon avait modifié. Il n'en croyait pas ses yeux. « Mon Dieu » murmura-t-il, appelant toute l'équipe d'un geste. « Regardez ça. Ce que Manon a créé n'est pas un simple patch temporaire. C'est un algorithme entièrement nouveau qui a augmenté les performances du système de 340%. La vitesse de traitement des données avait plus que triplé, la consommation d'énergie des serveurs avait été réduite de moitié et la sécurité, paradoxalement, était exponentiellement améliorée. C'était un miracle technologique. C'est impossible, bégaya le directeur technique, les yeux fixés sur les graphiques qui montaient en flèche. Une telle amélioration nécessiterait des années de recherche et développement et des millions d'euros. Manon, qui rangeait discrètement sa clé USB dans sa poche pour retourner à son nettoyage, se retourna, surprise. « Oh, ça ? C'est un algorithme d'optimisation adaptative que j'ai développé pour un projet universitaire. J'ai pensé qu'il pourrait être utile ici. » « Un projet universitaire ?» répéta Nicolas comme si elle parlait une langue étrangère. « Oui, pour mon cours d'algorithmique avancée. Le professeur nous avait mis au défi d'améliorer les performances d'un système informatique existant. J'ai choisi de travailler sur les protocoles de sécurité parce que... » Manon rougit légèrement, point parce que je voulais impressionner mon père. J'aimais l'idée de rendre les ordinateurs plus sûrs pour tout le monde. Jean Dupont, qui avait observé toute la scène depuis le fond de la pièce avec des yeux brillants de fierté, s'approcha de sa fille et posa une main sur son épaule. « Manon, tu m'impressionnes tous les jours depuis 19 ans. » Nicolas n'en croyait pas ses oreilles. Elle venait de révolutionner l'informatique avec un devoir pour l'université. « Pas vraiment révolutionner, » dit modestement Manon. « C'est juste une manière différente pour les systèmes de communiquer entre eux, de s'écouter et de s'adapter. Je l'appelle le protocole Harmonie, parce qu'il permet à des composants nativement incompatibles de travailler ensemble en parfaite synergie. » Stéphane Mercier regardait les chiffres sur l'écran. Puis il regarda la jeune femme de 19 ans qui venait de réussir là où ses 50 ingénieurs et lui-même avaient lamentablement échoué. À cet instant, il prit une décision qui allait tout changer. Il se tourna vers Nicolas, puis vers Manon, et lui demanda solennellement, avec une humilité nouvelle, « Voudriez-vous un travail ?» Manon rit, un son clair et frais dans la pièce encore tendue. « Monsieur, je suis encore étudiante, et en plus je dois aider mon père avec le nettoyage ce soir. »« Non, » répondit Nicolas avec un sourire qui illumina toute la pièce, balayant les dernières traces de la crise. « Vous ne comprenez pas. Je ne vous offre pas un poste d'ingénieur junior. Dans 6 mois, après l'obtention de votre diplôme, je vous offrirai le poste de nouvelle directrice technique de Technofence. » La vie de Manon Lefebvre changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Depuis son nouveau bureau au 45e étage de la tour Montparnasse, le même qui avait appartenu au directeur technique qui avait démissionné, rongé par la honte et le respect, elle pouvait voir tout Paris s'étendre à ses pieds, un tapis de lumière et de promesses. Mais Manon n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque matin, avant de commencer son travail, elle descendait au rez-de-chaussée pour saluer son père, Jean, qui était maintenant le superviseur de l'ensemble des services de l'immeuble, avec son propre bureau et une équipe sous ses ordres. « Bonjour, papa » disait-elle en entrant dans son bureau impeccable. « Bonjour, madame la directrice » répondait Jean avec un sourire malicieux qui valait plus que tous les contrats du monde. L'ascension de Manon a transformé toute l'entreprise. Son protocole Harmonie a été breveté et vendu sous licence aux plus grandes entreprises du monde, générant des bénéfices de plus d'1 milliard d'euros la première année. Mais surtout, il a changé la façon dont les gens travaillaient chez Technofence. Manon a institué une politique révolutionnaire, chaque employé de l'entreprise, du concierge au PDG, avait le droit et le devoir de proposer des idées et des initiatives. Elle a créé des « laboratoires ouverts » où n'importe qui pouvait expérimenter.
Elle a mis en place des bourses d'études pour les enfants de tous les employés. Elle a fait de la démocratisation de l'innovation le cœur battant de l'entreprise. Le génie, comme elle le disait souvent lors de conférences internationales, ne connaît ni diplôme, ni statut social, ni code vestimentaire. Il ne connaît que la bonne idée au bon moment. Mais tout ne fut pas facile. De nombreux collègues plus âgés lui mirent des bâtons dans les roues, la jugeant trop jeune, trop inexpérimentée, illégitime. Les médias la dépeignirent comme la « Cendrillon de l'informatique », une étiquette qu'elle détestait car elle réduisait son talent à un coup de chance, son génie à un conte de fées. Et puis vint le plus grand défi. Une multinationale américaine, TechCorp, un mastodonte connu pour absorber ses concurrents, offrit à Nicolas 2 milliards de dollars pour racheter Technofence. La seule condition, non négociable, était que Manon parte. Son modèle d'innovation ouverte et sa jeunesse ne correspondaient pas à leur culture d'entreprise rigide et pyramidale. Nicolas devait choisir 2 milliards de dollars et la sécurité financière, ou la jeune femme qui avait non seulement sauvé sa société, mais l'avait transformée en l'entreprise technologique la plus avancée et la plus admirée d'Europe. Sa réponse allait stupéfier le monde des affaires. Dans la grande salle du conseil au sommet de la tour, Nicolas Dubois regardait les visages suffisants des dirigeants américains de TechCorp sur l'écran de visioconférence. Derrière lui, tout le personnel de direction, y compris Manon, attendait sa décision dans un silence de cathédrale. « Messieurs, dit fermement Nicolas, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle, j'ai entendu votre offre. La somme est considérable et nous en sommes flattés. » Le silence dans la pièce était palpable. Manon sentit son cœur battre la chamade, mais elle garda la tête haute. Elle avait toujours su que ce moment viendrait, le moment où le vieux monde tenterait d'acheter et d'étouffer le nouveau. « Ma réponse est non, déclara Nicolas. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Les dirigeants américains semblaient déconcertés, comme si le mot « non » ne faisait pas partie de leur vocabulaire. « Monsieur Dubois, dit le PDG de TechCorp, l'air condescendant, vous refusez 2 milliards de dollars. Pour une employée. » « Je ne refuse pas l'argent, » répondit Nicolas avec un sourire calme. « Je refuse votre monde. Vous voulez acheter mon entreprise pour étouffer la concurrence et mettre nos innovations sous clé. Moi, je veux continuer à changer le monde. » Il se tourna vers Manon, qui le regardait avec des yeux brillants d'admiration et de gratitude. « Manon Lefebvre n'est pas seulement ma directrice technique. Elle est l'avenir de cette entreprise et, je le crois, l'avenir de l'informatique. Elle est la preuve vivante que le talent se trouve partout, qu'il faut juste savoir le voir, et que les plus grandes idées viennent de ceux qui osent voir le monde différemment. Et ça, messieurs, ça ne s'achète pas. Pas pour tous les milliards du monde. » Les applaudissements qui éclatèrent dans la salle furent si puissants qu'on aurait pu les entendre jusqu'en bas, où Jean Dupont, qui avait délibérément choisi de rester à son poste, souriait fièrement en passant la serpillière. 3 ans plus tard, Technofence est devenue la première entreprise technologique européenne à dépasser Apple en capitalisation boursière. Le protocole Harmonie de Manon est devenu la norme mondiale pour l'informatique durable et l'interopérabilité des systèmes. Son université, l'École Polytechnique, lui a décerné un doctorat honoris causa, mais elle a continué à suivre des cours du soir, parce que, disait-elle, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Mais sa plus grande réussite fut la transformation du monde du travail. Des centaines d'entreprises ont adopté le modèle Manon, donner une voix à chaque employé, investir dans les talents cachés, croire que l'innovation peut venir de n'importe qui. Chaque année, le 15 octobre, jour de la panne historique, Technofence célèbre la « Journée des talents cachés ». Des employés du monde entier, des agents d'entretien aux comptables, partagent leurs idées, et beaucoup d'entre elles deviennent de nouveaux produits, de nouvelles réalités. Manon, maintenant âgée de 23 ans et considérée comme l'une des personnes les plus influentes de la planète, n'a jamais oublié ses racines. Chaque soir, après avoir fini de diriger l'une des entreprises les plus puissantes du monde, elle rentrait dans son petit appartement du Marais, simple et chaleureux, où elle vivait toujours avec son père. Et chaque soir, sans faute, son père lui demandait « Alors, qu'as-tu appris aujourd'hui, ma fille ?» Elle n'a jamais cessé d'être la petite fille qui réparait les choses cassées. Sauf que maintenant, elle réparait un petit bout du monde. L'histoire de Manon Lefebvre prouve que peu importe d'où l'on vient dans la vie, ce qui compte, c'est le courage de voir plus loin, de viser plus haut. Et parfois, tout ce qu'il faut pour changer le monde, c'est une simple clé USB rose et le courage de dire « je peux essayer ». Car le talent ne réside pas dans un nom de famille,
une adresse prestigieuse ou un compte en banque bien garni. Il réside dans un cœur qui bat fort pour une idée et un esprit qui n'arrête jamais de rêver. Si cette histoire vous a fait croire au pouvoir immense du talent et de l'innovation cachée, sachez que le prochain génie est peut-être assis à côté de vous, ou peut-être même que c'est vous. Car peu importe votre origine sociale ou votre niveau d'études, si vous avez une idée qui peut améliorer le monde, aussi petite soit-elle, vous avez le devoir de la partager. Vous pourriez être la prochaine étincelle.